Donc, le drainage lymphatique manuel, il est basé sur la douceur, l'harmonie et le rythme. C'est très important. Ce sont les trois conditions pour le drainage lymphatique manuel. Voilà, donc les bases, on commence les bases par la partie entre la clavicule, le trapèze et les sternocleidomastoïdiens. C'est ce triangle. Nous faisons des demi-cercles ouverts à l'intérieur. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Azul, bonsoir mes chers amis, mes chers collègues, chers audimat. Voilà, nous, au nom de la Société algérienne de kinésithérapie, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir parmi nous une kinésithérapeute, ostéopathe, une icône de la discipline, Madame Leila Fergougui Belkacem, kinésithérapeute, ostéopathe libérale à Rabat, enseignante à l'université Mediapolis et à la faculté Mohamed VI à Rabat et ex-présidente de la fédération marocaine, nationale marocaine des kinés physiothérapeutes, qui va, Inch'Allah, dans cette soirée, nous présenter une conférence sur le drainage lymphatique manuel. Le drainage lymphatique manuel est une technique spécifique du massage thérapeutique. On peut aussi l'utiliser dans l'esthétique. Mais ce soir, cette technique sera beaucoup plus axée sur le côté médical et thérapeutique. La technique de drainage, elle est faite pour stimuler la lymphe et renforcer le système immunitaire. Elle devient très importante actuellement dans nos cabinets. On reçoit énormément de lymphédème parce qu'il y a un taux très élevé de mastectomie où les kinés sont généralement, par moments, très embarrassés par ces gonflements qui ne trouvent pas de solution adéquate vis-à-vis du malade. Donc, cette technique, généralement, elle doit être enseignée comme formation spécifique avec des plateaux de pratique, avec des ateliers de pratique. Mais on va se contenter ce soir de faire un cours théorique sur la sensibilisation et la mise en pratique, Inch'Allah, et l'information du DLM. Et pour cela, je vais donner la parole à Madame Fergougui, qui a été très enchantée pour nous faire ce live et qui nous a répondu sans aucune hésitation quand je l'ai sollicité. Elle m'a dit en 2 mots pour mes frères et sœurs algériens, il n'y a aucun problème, choisissez la date. Et pour cela, je tiens en votre nom et au nom de la Société algérienne de kinésithérapie et au nom de tous les kinésithérapeutes algériens de lui dire merci madame et 1000 merci. Et je vous donne la parole. Bonsoir, chers frères et chères sœurs algériens. Vous nous manquez énormément et vraiment merci Monsieur Bouziane, et je fais ce cours avec beaucoup de plaisir et je suis comme si j'étais parmi vous, dans votre pays, au milieu de vous, et j'espère qu'un jour on se retrouvera. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, donc je commencerai tout d'abord par vous dire marhaba bikoum, Azul yak. ياك مرحبا بكم. احنا اللي نقولوا لك مرحبا بك عندنا. مرحبا بيا عندكم. Voilà. Et bismillah, nous commençons ce cours. J'espère qu'il sera, qui vous plaira et qui vous donnera envie de pratiquer le drainage lymphatique manuel dans vos cabinets et au sein des hôpitaux. Voilà, à la barakatillah, nous commençons. Donc aujourd'hui, nous allons voir le drainage lymphatique manuel et nous allons le discuter dans tous ses états, que ce soit pour un petit peu pour l'esthétique et beaucoup pour la pathologie. Voilà, donc je ne passerai pas bien sûr sans parler de Milvoder, le créateur de la technique, et on lui doit au moins ça. Donc le drainage lymphatique manuel, il est basé sur la douceur, l'harmonie et le rythme. C'est très important, ce sont les 3 conditions pour le drainage lymphatique manuel.
et il est fait avec un poignet très souple. Il faut que votre poignet soit souple, différent du poignet qui fait les massages normaux. Alors, le drainage lymphatique, il a été, avant d'accéder au rang de scientifique, il a été d'abord une philosophie avant d'être une thérapie pour les patients. Et il est parti d'une idée philosophique et il est arrivé avec beaucoup de combats de la part des personnes qui le pratiquaient vers la thérapie. Donc, le drainage lymphatique manuel, il est exigeant, il est logique, il est efficace dans ce domaine d'indication. Alors, si vous êtes désireux de vous former en drainage lymphatique, ce dernier va vous appartenir et à vous de le mettre à sa juste valeur et sa juste place, qui est l'écoute, le bien-être et la santé. Donc, c'est vous qui allez être maître du drainage lymphatique manuel. Vous devez avoir votre technique et c'est vous qui allez la conditionner pour vos patients. Alors, dans ce cours, je ne parlerai pas, j'aimerais tellement que vous évitiez de me poser des questions sur les écoles, parce que je ne parlerai pas des querelles des écoles. Le drainage lymphatique, si vous êtes décidé à le pratiquer et à l'apprendre, il faut le pratiquer dans son domaine qui est la rigueur qu'on lui doit. Donc, ne me parlez pas des autres écoles. Moi, je vais vous parler du drainage lymphatique manuel qui est identique dans toutes les écoles, qui a les mêmes principes dans toutes les écoles. Les noms, moi, je ne les citerai pas. Je parlerai en général du drainage lymphatique manuel. Donc, tout le corps, je vais faire un petit rappel anatomique parce qu'il est important de connaître un petit peu l'anatomie pour pouvoir suivre les trajets lymphatiques. Et donc, je vous ferai un petit rappel anatomique. Donc, tout le corps, sauf le cerveau, dispose de réseaux lymphatiques parallèles aux veines. En circulant dans les tissus interstitiels, la lymphe se charge en déchets de l'activité des cellules. Le passage dans les ganglions permet de l'épurer. Donc, nous avons les capillaires lymphatiques qui se chargent de déchets engendrés par les cellules à partir du liquide interstitiel et qui traversent tous les capillaires lymphatiques pour aller se faire épurer dans les ganglions lymphatiques. Toutes les cellules de notre corps sont connectées au travers de ce système. Les nutriments, les matières toxiques ainsi que les déchets produits par les cellules ou bien indispensables pour elles peuvent être fournis ou chassés en dehors du corps humain. Donc la cellule est un être vivant. Il reçoit la nourriture du sang artériel et émet des déchets dans le liquide interstitiel. Donc un tissu est formé de plusieurs cellules et ces cellules respirent et mangent, rejettent les déchets. Ces déchets sont collectés par le système veineux et le système lymphatique. Les veines récupèrent les petites molécules et le système lymphatique récupère les grosses molécules. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Ça prendrait toute une demi-journée pour expliquer tout ça. Donc, l'essentiel, c'est de savoir que dans le corps, il y a 3 circulations. Une circulation artérielle qui est d'afflux et 2 circulations qui sont des circulations de retour, la veineuse et la lymphatique, qui sont des circulations de reflux. L'une amène les nutriments, celle d'afflux, les nutriments et l'oxygène, et les 2 autres emportent les déchets, sont les éboueurs du corps. Et voilà, donc schématiquement, c'est l'artérielle, la veineuse et la lymphatique. Et ce schéma nous montre un petit peu les circulations. La veineuse, en général, elle est dessinée en bleu dans les livres, l'artérielle est dessinée en rouge, et tout ce qui est transparent, il vous paraît transparent, vous voyez, il tapisse pratiquement tout le corps, hein, c'est la lymphatique. Alors la lymphatique, la circulation lymphatique, elle se fait de façon particulière, elle se fait à travers les capillaires lymphatiques qui vont aller vers les ganglions lymphatiques qui sont les relais, et les ganglions lymphatiques vont traverser tout le corps, surtout des membres inférieurs de l'abdomen, vont aller vers la citerne de Beckett, donc tous les membres inférieurs, les 2 membres inférieurs, l'abdomen
l'hémithorax gauche et le bras gauche vont aller vers ce qu'on appelle le canal thoracique, qui est le gros vaisseau lymphatique, et vont se mélanger dans la sous-clavière gauche au sang veineux. La lymphe de l'hémithorax droit et du bras droit va aller vers la grande lymphatique et va aller se jeter à la base du cou dans la sous-clavière droite. Donc, la lymphe arrive de toutes parts du corps pour se mélanger dans la base du cou avec le sang veineux. Donc, le canal thoracique, c'est le collecteur principal de l'organisme. Il est situé au niveau postérieur du médiastin. Il prend naissance au niveau de la citerne de Beckett et il chemine derrière l'œsophage pour aller à la sous-clavière, pour aller se jeter dans la sous-clavière gauche. La grande veine lymphatique. La grande veine lymphatique, c'est une petite, elle fait partie des grands vaisseaux lymphatiques. Elle mesure 1 cm de long. Elle reçoit la lymphe de la partie droite du corps. Donc, la partie droite du corps, c'est-à-dire l'hémithorax droit et le bras droit, elle prend naissance au-dessus du foie et va se déverser dans la sous-clavière droite et la veine jugulaire. Donc, avec le canal thoracique, il se déverse 4 à 10 millilitres de lymphe dans le sang par minute. Donc, si vous arrivez à visualiser 4 et 10 millilitres de lymphe, c'est une goutte, voire 2 gouttes par minute. Et c'est très lent. C'est pour ça que le drainage lymphatique, il demande une lenteur, un geste par seconde. Les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, c'est comme la gare. Le train arrive, dépose les voyageurs et s'en va. Et c'est la même chose. Donc, les ganglions lymphatiques, c'est des petites structures qui sont situées à proximité des veines et des artères. Ils sont sous forme d'haricots. Ils sont situés dans le creux axillaire, dans le pli inguinal, dans l'abdomen, au niveau du cou. Elles sont un petit peu partout dans le corps et nous allons voir tout à l'heure leur situation. Donc, ce sont des relais et ils épurent la lymphe. La lymphe, elle transporte aussi, elle a un rôle immunologique, elle transporte aussi des renseignements sur les agents pathogènes, elle transporte aussi les agents étrangers pathogènes tels que les virus et les bactéries. Et le ganglion, c'est lui qui est responsable de la formation de globules blancs qui vont phagocyter et qui vont aider aider le patient à guérir. C'est pour ça que quand on a un bouton sur le bras, on a les ganglions lymphatiques sous le creux axillaire qui nous fait mal. Donc, ces ganglions lymphatiques sont très stimulés dans leur fonction par le drainage lymphatique manuel. Les capillaires lymphatiques, donc ils sont très nombreux. Ils sont aussi fins qu'un cheveu ou qu'un fil de soie. Et ils sont superficiels et ils sont facilement traumatisables. C'est pour ça que lorsqu'on fait un drainage lymphatique, il faut qu'il soit léger. Il ne faut pas qu'il traumatise les capillaires lymphatiques. Donc les ganglions en sont les relais et donc on a dit que les capillaires lymphatiques ils sont très fins et il faut que ce soit un massage très léger pour qu'ils ne soient pas traumatisés. Ils drainent la lymphe et la déversent dans le système veineux. Les ganglions en sont le relais. Ils sont nés de toutes parts. Les vaisseaux rejoignent les gros troncs collecteurs qui s'ouvrent dans les grosses veines du cou. Et là, je répète encore, et c'est important de savoir tout ça, c'est que la lymphe, elle arrive de toutes parts du corps, elle est filtrée dans les ganglions lymphatiques, elle traverse la citerne de Beckett et elle arrive au grand tronc lymphatique qui sont le canal thoracique et la veine lymphatique pour aller se mélanger au sang veineux dans les sous-clavières gauche et droite et dans les grosses veines du cou. Voilà, donc nous avons un schéma qui nous montre que toute la lymphe qui arrive des membres inférieurs, elle va traverser l'abdomen, puis la citerne de Beckett pour aller au canal thoracique et se déverser dans la sous-clavière gauche. Tout ce qui va arriver de l'hémithorax droit et du bras droit va aller vers la veine lymphatique et aller se déverser dans la sous-clavière droite. Ça aussi, c'est un schéma
qui représentent la même chose. Donc, tous nos organes sont connectés au système lymphatique et ils sont surveillés et épurés par le système lymphatique. Et nous allons, bien sûr, apprendre ce que sont les fonctions de la lymphe. La lymphe, elle permet le processus d'assimilation, d'élimination au niveau cellulaire. Donc, si la lymphe circule mal ou stagne, on aboutit à un manque d'irrigation, une intoxication des cellules par surplus des déchets. Plus la stagnation est importante, plus les tissus gonflent et augmentent de volume. Et là, on sait que la lymphe, elle va transporter les déchets et s'il y a un problème au niveau des capillaires lymphatiques ou des ganglions lymphatiques ou du système lymphatique, eh ben, le transport ne sera pas fait. Il y aura un excès de déchets dans le liquide interstitiel et ça va gonfler petit à petit jusqu'à ce que ça nous donne de l'œdème. Et c'est ça l'œdème, c'est la stagnation de la lymphe au niveau du liquide interstitiel. Et je vais vous faire passer un petit film pour vous faire comprendre comment la lymphe, elle circule dans le corps. Et ce petit film, il a aussi ses propriétaires qui sont indiqués sur le film. Donc, voilà. Le système lymphatique est un vaste réseau de vaisseaux qui parcourt tout le corps. Il effectue plusieurs fonctions, dont celle d'éliminer l'eau qui pourrait engorger les tissus. Tous les jours, de grandes quantités de liquide quittent la circulation sanguine vers les tissus du corps. Les vaisseaux du système lymphatique recueillent ce liquide afin d'empêcher le gonflement des tissus. Le liquide, appelé lymphe, voyage en une seule direction dans les vaisseaux lymphatiques. Lors de son parcours, la lymphe passe à travers de petits amas d'organes qui sont situés le long des vaisseaux. Ce sont les ganglions lymphatiques. Ces ganglions renferment plusieurs de nos cellules immunitaires avec lesquelles ils nettoient la lymphe en y retirant les agents infectieux présents. Une fois nettoyée, la lymphe retourne dans la circulation sanguine par l'entremise des veines sous-clavières. Tous les jours, le système lymphatique draine et nettoie ainsi près de 3 litres de lymphe. Voilà, vous avez les références aussi du petit film si vous voulez le procurer. Il est sur YouTube. Voilà, donc ici, vous avez tous les ganglions lymphatiques qui sont dans le corps et quelques capillaires lymphatiques. Regardez, l'abdomen, il est plein de ganglions lymphatiques. Vous avez la citerne de Beckett ici et vous avez tous les capillaires lymphatiques et le canal thoracique qui part pour aller se jeter dans la partie gauche et la veine lymphatique qui part pour aller se jeter dans la partie du cou à droite. Donc là, nous avons vu un petit rappel anatomique. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous les poserez à la fin du cours. Et maintenant, on va voir les différentes techniques du drainage lymphatique manuel, sa définition et ses techniques. C'est vrai, j'avoue que ça va être difficile pour moi d'expliquer parce qu'il y a la pression, il y a le rythme qui sont très importants et les mouvements qui sont très importants. Et sans que je sois en face de vous et avec vous et vous montrer les gestes, ce sera peut-être assez difficile pour que vous puissiez le sentir. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez comprendre au moins comment ça se passe. Alors, le drainage lymphatique est un massage au rythme lent. Et vous vous rappelez pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'il soit lent. Parce qu'il y a 1 à 2 gouttes qui se déversent dans le sang veineux par minute. Il accélère en douceur le flux de la lymphe, favorisant ainsi les processus chimiques de la régénération des cellules. Il a une action calmante, il stimule la circulation, permet la résorption de nombreux œdèmes, active les processus immunitaires et favorise la régénération tissulaire. Donc,
il épure le liquide interstitiel, les cellules ne peuvent être que contentes parce qu'elles ont un liquide propre et elles peuvent donner plus d'énergie, plus de bonne santé. Alors, il est doux, léger, lent et rythmé, favorisant l'écoulement de la lymphe à travers les capillaires et les vaisseaux lymphatiques en direction des ganglions. Alors, le DLM, pendant longtemps, il était esthétique, mais il est passé à une mesure thérapeutique qui est essentielle dans le traitement des œdèmes. Il a fallu un combat de presque 30 ans pour que le drainage lymphatique manuel passe au rang de thérapie. Il permet la réintégration de la lymphe dans la circulation sanguine en l'empêchant de stagner dans les tissus. Les manœuvres de drainage lymphatique ne se rencontrent pas en massage, donc ce n'est pas les mêmes manœuvres qu'on retrouve dans les massages. Ce sont des manœuvres particulières. Elles ne doivent jamais provoquer de chaleur au niveau du corps. La pression exercée doit être adaptée au tissu traité. Donc, pourquoi ils ne doivent jamais provoquer de chaleur au niveau du corps? Parce que quand vous provoquez de la chaleur au niveau du corps en massant, vous faites appel au sang artériel. Ce sang artériel chargé de nutriments va venir vers les cellules, nourrir les cellules qui vont rejeter encore plus de déchets. Et quand il y a un problème au niveau du transport de déchets, eh bien, les déchets vont rester dans le liquide interstitiel ou baigne la cellule. Que la cellule va être écrasée par le grand nombre de déchets qui se trouvera dans le liquide interstitiel et l'œdème ne fera qu'augmenter. Donc, devant un œdème, pas de chaleur, pas de massage hypérinique. Quand on a un œdème ou un lymphœdème, ne jamais utiliser d'infrarouge ou de massage hypérinéen ou de matelas chauffant ou de bouillotte, rien, pas de chaleur. Donc, la technique est basée sur la douceur, l'harmonie et le rythme. Donc, une douceur, la pression doit être très légère, elle doit être très légère et à peine superficielle. Il doit être harmonieux et il doit être rythmé. C'est un rythme, c'est un mouvement par seconde. Et ce qui est important pour réussir un drainage lymphatique, il faut avoir un poignet souple. Il ne faut pas avoir un poignet rigide comme pour les massages. Description des mouvements du drainage lymphatique. Nous avons des mouvements, nous avons plusieurs, 3 ou 4 sortes de mouvements qu'on doit faire. On a des mouvements demi-circulaires ouverts vers les ganglions sous-jacents avec les 4 doigts à plat. Nous avons des mouvements demi-circulaires ouverts des pouces vers les ganglions qui sont au-dessus. Nous avons le pompé avec le creux de la paume de la main et les doigts et qui sont ouverts, qui vont aller vers, le pompé, c'est aussi un demi-cercle ouvert avec toute la main qui va aller vers les ganglions qui sont au-dessus. Et nous avons le pompé chassé qui se fait avec les 2 mains, une main amène et l'autre chasse. Et le mouvement aussi est un demi-cercle ouvert vers les ganglions. Et nous avons les pressions qui doivent se faire au niveau des ganglions, les pressions qui se font avec les doigts au niveau des ganglions lymphatiques. Les endroits à traiter, ce sont les ganglions de la région terminale, les bases. Ensuite, les ganglions de la région, ensuite remplir les vaisseaux lymphatiques. Je suis désolé, là, j'ai un truc qui... Les ganglions de la région terminale, ce sont les bases. Et ça, c'est très, très important. Rappelez-vous que les bases, c'est des choses, c'est très important à faire parce que même si on ne fait pas tout le corps, on doit faire les bases parce qu'ils sont
la grosse vanne du drainage de la lymphe, la grosse vanne. C'est comme si vous aviez plusieurs robinets et tous, dans leur sortie, tous arrivent à un seul endroit et cet endroit, c'est la base. Ensuite, remplir les vaisseaux lymphatiques de proximal à distal. Toujours respecter le sens de la circulation lymphatique. Donc, vous traitez d'abord les ganglions, d'abord les bases, ensuite les ganglions de la région à traiter, et ensuite remplir les vaisseaux lymphatiques de proximal à distal. Et, très important, il faut respecter toujours le sens de la circulation lymphatique. Et nous allons voir tout à l'heure le sens de la circulation lymphatique. Vous devez apprendre et garder en poster chez vous. Les pressions. Les pressions doivent être adaptées individuellement selon l'importance de l'œdème et se feront au rythme d'une pression par seconde. Voilà le sens de la circulation lymphatique. Ça arrive des membres inférieurs vers ça arrive de la jambe vers les ganglions du creux poplité. Après, ça part dans la cuisse vers les ganglions inguinaux. Après, dans l'abdomen, vers la citerne de Beckett. Et après, de la citerne de Beckett vers le canal thoracique. Et ça arrive du bras gauche et de l'hémithorax gauche vers le canal thoracique pour aller au sous-clavière gauche. Et nous avons la lymphe qui arrive de l'hémithorax droit et du bras droit vers la veine lymphatique qui va aller vers la sous-clavière droite. Et voici ici le sens de la lymphe. Quand on est couché, regardez, c'est le canal thoracique, la citerne de Beckett et la sous-clavière gauche. Et ça, c'est la partie gauche. À droite, ça arrive du bras droit et de l'hémithorax droit. Voilà aussi la circulation de la lymphe. C'est un schéma que j'ai pris un petit peu. Il m'a plu et je l'ai pris pour vous le montrer. J'aime bien la circulation qui se fait avec des flèches. Quand je fais mon cours, en général, je fais des flèches comme ça pour montrer dans chaque partie comment il faut travailler. Voilà, donc les bases, on commence les bases par la partie entre la clavicule, le trapèze et les sternocléidomastoïdiens, c'est ce triangle. Nous faisons des demi-cercles ouverts à l'intérieur, des demi-cercles ouverts à l'intérieur pour vider la lymphe dans les sous-clavières droite et gauche. Ça s'appelle le terminus. Après, on prend de la base, 4 doigts, de la base de l'oreille, du cou vers le terminus. Nous faisons des demi-cercles ouverts vers les terminus. Ça, terminus, on appelle ça profondus. Des demi-cercles ouverts vers les profondus. Et on refait les terminus. Après, on a l'occiput de la même manière. Et après, on a ce qu'on appelle fourchette. C'est 2 doigts de part et d'autre de l'oreille, des 2 côtés. Et on fait des demi-cercles ouverts vers profondus. Donc, au niveau de l'oreille, vers profondus et de profondus vers terminus. Ça, c'est les bases, il faut les faire, parce que si vous ne voulez pas faire, et on en viendra tout à l'heure pourquoi il faut faire les bases. Donc, vous voyez la main du thérapeute, elle est posée dans le triangle ici, et elle fait des demi-cercles ouverts. Les demi-cercles, voilà. Et nous passons à l'abdomen. Donc, l'abdomen, là, c'est les bases. J'ai pas fait le visage. Le visage, il y a beaucoup de manœuvres à faire au niveau du visage. Il y a 27 manœuvres au niveau du visage. Et il faut que vous le pratiquiez vraiment pour bien le comprendre. Donc, au niveau de l'abdomen, nous avons l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, l'hypocondre droit, la citerne de Beckett, le côlon descendant, le côlon ascendant, le transverse et l'intestin grêle, ainsi que les ganglions iliaux. Donc, nous commençons par un effleurage de l'abdomen, un effleurage très léger,
Et après, nous faisons des pompes au niveau de la citerne de Beckett. Après, avec le bord cubital de la main, nous allons faire des demi-cercles ouverts vers la citerne de Beckett. Et dans l'hypocondre droit aussi, des demi-cercles avec le bord cubital de la main, des demi-cercles ouverts vers la citerne de Beckett. Après ça, on va faire le colon descendant, le colon ascendant, le colon transverse, et on refait le colon descendant et on fait des va-et-vient avec le pouce sur l'intestin grêle. Une fois fini, nous faisons ce qu'ils appellent une vrille, c'est comme le palpé roulé, mais nous prenons tout le ventre avec nos deux mains d'un côté puis de l'autre et on fait respirer le malade. Nous lui demandons à la fin, nous faisons respirer le malade en mettant notre main sur la citerne de Beckett à ce niveau-là. Nous lui demandons de gonfler le ventre et de souffler jusqu'au bout. Et après, on fait un pompé au niveau de la citerne de Beckett. Nous le refaisons 3 ou 4 fois et nous passons au membre inférieur. Donc voilà le colon, hein, le colon descendant, l'hypocondre droit et gauche, de la même manière. C'est des demi-cercles ouverts vers la citerne de Beckett. Au niveau du colon descendant, ascendant, c'est des demi-cercles aussi ouverts vers la citerne de Beckett. Et après, nous finissons avec des pressions sur les ganglions iliaux. Alors, une fois qu'on a terminé le ventre, nous descendons au membre inférieur et je ne vais vous parler que de la partie antérieure du corps. Donc, nous faisons des pressions de haut vers le bas sur les ganglions inguinaux. Vous voyez, donc, c'est des pressions de haut vers le bas sur les ganglions inguinaux. Et on recherche un petit peu les ganglions inguinaux. Nous faisons des pompées. Alors, nous divisons la cuisse en 3 parties. Une médiane, interne et externe, et nous faisons des pompées avec toute la main sur la partie antérieure, sur la partie médiane. Nous faisons 3 passages, puis sur la partie interne, nous faisons aussi 3 passages. Nous partons du genou vers le pli inguinal, et une fois terminé, on le refait 3 fois, et on le refait ici 3 fois, et on le refait à la partie externe 3 fois. Hein, donc, le pompé. Après, on fait le pompé chassé. Vous voyez, le pompé chassé se fait avec les 2 mains, une pompe et l'autre chasse, une pompe et l'autre chasse, et en le faisant sur la partie médiane, la partie interne et la partie externe. Nous faisons des passages 3 fois sur chaque partie. Et nous terminons par des pressions sur les ganglions inguinaux. Une fois terminé la cuisse, nous passons au genou et nous faisons des pressions de bas vers le haut dans le creux poplité pour stimuler les ganglions du creux poplité. Nous faisons plusieurs fois, entre 3 et 5 fois. Voilà. Faisons la pression de bas vers le haut dans le creux. Et après, nous passons à la jambe. Au niveau du genou, au niveau de la rotule, nous travaillons les interlignes articulaires internes et externes, comme on a fait pour la fourchette au niveau des bases. Nous mettons un doigt de part et d'autre de l'interligne articulaire et nous faisons des demi-cercles ouverts vers le creux poplité. Après, nous faisons le pourtour avec les pouces-pouces, avec les pouces demi-cercles ouverts, pourtour de la rotule. Une fois terminé, nous passons à la jambe, et la jambe, nous faisons... Alors, c'est la face antérieure, on fait le pompé, on pompe toute la face antérieure, vous voyez, avec cette main, nous partons
de l'extrémité inférieure vers l'extrémité supérieure, comme pour tout le corps. Avec une main, c'est des demi-cercles ouverts vers le creux poplité. Donc, regardez la main, comment elle fait. C'est après, nous faisons le pompé aussi au niveau de la face postérieure du genou. Nous demandons au malade de plier la jambe et nous faisons le pompé avec les deux mains au niveau de la partie postérieure de la jambe. Et après, on fait ce qu'on appelle le bracelet. Vous voyez le bracelet. Et on fait le bracelet. Une main prend la partie postérieure et l'autre main prend la partie antérieure. Et nous faisons des demi-cercles ouverts vers le creux poplité. Voilà le bracelet. On passe de la partie inférieure, la partie distale vers la partie proximale. On fait le tendon d'Achille, regardez, pouce-pouce, c'est ce qu'on appelle pouce-pouce, c'est les pouces qui travaillent et qui font des demi-cercles. Vous voyez, la flèche, elle est un petit peu retournée, ça veut dire que c'est un demi-cercle ouvert. Nous faisons le tendon d'Achille et après, nous faisons le pied avec des pompées chassées. Et une fois que vous avez appris le mouvement des mains, vous pouvez faire le pied comme vous voulez, soit ça dépend de l'œdème, vous pouvez le faire avec des pouces-pouces, avec toute la main, avec 4 doigts. Voilà, donc vous voyez la flèche qui est retournée, c'est des demi-cercles ouverts. Voilà, c'est le tendon d'Achille, nous le prenons entre les 4 doigts et nous faisons des demi-cercles ouverts, c'est des demi-cercles ouverts vers le creux poplité. Voilà le demi-cercle aussi, regardez, au niveau du tendon d'Achille. Et là, nous avons terminé avec le drainage lymphatique. C'est quoi le drainage lymphatique? Comment on le fait? Je vous ai parlé brièvement des techniques, mais en principe, les techniques, quand je fais mon cours, je les explique en pratique parce qu'on peut les comprendre plus facilement en pratique. Là, en théorie, c'est très difficile à comprendre. Il faut voir le geste, il faut voir la pression, il faut sentir la pression sur vous. En principe, nous travaillons par deux. Et j'explique le geste lui-même et comment faire pour les réussir. Là, vous avez un bagage théorique et j'espère qu'avec un prof ou une prof qui sait faire le drainage lymphatique vous montrera la pratique du drainage lymphatique. Et j'espère venir aussi chez vous pour vous le faire. Alors, le lymphodème, maintenant, nous avons fait le drainage lymphatique en général, nous passons au lymphodème pathologique. C'est quoi les lymphodèmes? Excusez-moi, je vais voir un petit peu. Alors, nous avons les lymphodèmes primaires et les lymphodèmes secondaires. C'est quoi les lymphodèmes primaires? Lymphodème primaire est dû à une anomalie du développement du système lymphatique présente dès la naissance, mais dont les manifestations ne sont pas toujours immédiates, on ne les voit pas. Donc quelqu'un qui a un lymphodème primaire, on ne le voit pas jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il peut apparaître à l'âge de 25 ans, comme il peut apparaître au-delà de l'âge de 35 ans, comme il peut apparaître à la naissance. Elle peut intervenir à n'importe quel âge de la vie. La prévalence, elle est estimée à 1 pour 6 000 naissances. 85% sont des femmes, mais je ne me fie pas à ce pourcentage parce que les femmes, elles sont très soucieuses de leur esthétique et même si elles ont juste un pied qui est enflé, elles vont aller consulter. Les hommes ne consultent pas quand ils sont un pied enflé ou légèrement enflé, donc ils ne consultent pas. Et les 66% des atteintes sont au niveau des membres inférieurs. Alors, le lymphodème primaire, il débute souvent brutalement lors d'un choc physique ou psychologique, d'une grande fatigue, d'une infection, d'une grossesse. Donc, il peut apparaître lors d'un choc physique, par exemple un accident, un choc psychologique, un deuil, un divorce,
d'une grande fatigue, quelqu'un qui s'est fatigué à travailler, euh, un burn-out, lors d'une infection. Alors, comme le Covid peut faire apparaître pas mal de lymphodèmes qui étaient restés cachés pendant longtemps. Il peut les faire apparaître, le Covid peut les faire apparaître. Ou d'une grossesse. Alors, la grossesse, il faut distinguer 3 sortes d'œdèmes pendant la grossesse. Il y a le lymphodème qui est dû à la position du fœtus. Rappelez-vous, je vous ai dit que la citerne de Beckett, elle est située dans l'abdomen haut. Et que si le fœtus, il bloque la citerne de Beckett, la lymphe des membres inférieurs va circuler très lentement et donc provoquer une stagnation au niveau des membres inférieurs. L'œdème dû à la position du fœtus, il disparaît juste après l'accouchement. Le lendemain de l'accouchement, il n'y a plus d'œdème. Il y a l'œdème qui est dû au diabète gestationnel, diabète de la femme enceinte. Celui-là, il est très grave. Il faut envoyer la patiente. En général, quand vous voyez des œdèmes chez la femme enceinte, des œdèmes importants, il faut l'envoyer chez son médecin pour qu'elle fasse des bilans. Donc, si c'est un diabète qui apparaît lors de la grossesse, il faut qu'elle soit surveillée par son gynécologue et il ne faut pas la toucher. Ce n'est pas à vous de la toucher. Moi, en général, je ne fais pas de drainage lymphatique chez les femmes enceintes. Et il y a le lymphodème primaire qui va apparaître pendant la grossesse et qui va rester toute la vie au-delà de la grossesse, qui ne va pas disparaître. Et celui-là, c'est un lymphodème primaire. En général, il n'est pas symétrique. Il est rarement symétrique. Mais si vous voyez qu'il y a un lymphodème juste au niveau d'un seul membre, sachez que ça pourrait être un lymphodème primaire. Mais toujours quand vous voyez un lymphodème, il faut envoyer chez le médecin. C'est lui qui fait le diagnostic. Et après, il vous l'envoie pour drainage lymphatique. Donc voilà, une photo d'un lymphodème. Vous voyez, regardez un lymphodème primaire. Un lymphodème primaire, il est unilatéral. On le voit, il y a une différence de volume entre le membre sain et le membre malade. On le voit de profil. Regardez, les surfaces osseuses sont complètement effacées. Le pied est enflé, la jambe est enflée, elle est méchirée, enflée plus que enflée. Et l'autre pied, il est normal. Regardez. Le voici, nous le voyons de face. Hein. Regardez les pieds, comparez les pieds parce que c'est important de voir comment est le pied. Ça pourrait vous permettre de faire un diagnostic différentiel. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire que les lymphodèmes, il y a trois sortes de lymphodèmes primaires. Il y a le précoce qui apparaît avant l'âge de 25 ans. Il y a le tardif qui apparaît au-delà de 35 ans. Et il y a le congénital qui apparaît à la naissance. Donc là, on a un congénital. Regardez, c'est un nouveau-né. Vous avez un lymphodème chez une femme, un lymphodème primaire chez cette femme. Donc, elle a un membre qui est atteint, pas l'autre, et qui a apparu après la grossesse. Donc, il y a une différence entre le lymphodème et chez les personnes obèses. On peut confondre l'obésité avec les lymphodèmes, mais on peut les différencier. Nous, en tant que thérapeute, on peut les différencier. Quelqu'un qui n'est pas du domaine ne peut pas les différencier, donc on peut faire le diagnostic différentiel. Regardez, chez les lipodèmes, ça s'appelle un lipodème. Chez les femmes obèses, ça s'appelle un lipodème, pas un lymphodème. Ben, le pied est conservé, il reste normal. Il n'enfle pas, il n'y a pas d'orteil boudiné, et il y a de la graisse qui descend. On a des capitons de la graisse qu'on appelle la peau d'orange, communément la peau d'orange. Mais le pied, il reste fin et les orteils restent fins. Donc ça, c'est un lipodème. Le traitement du lipodème est différent du traitement du lymphodème. Le traitement du lipodème, c'est le massage amincissant. Vous utilisez dans tous vos appareils d'amincissement. Et vous finissez par un petit drainage lymphatique pour faire évacuer toutes les toxines que vous avez engendrées par votre massage. Alors, les premières manifestations du lymphodème sont une sensation de tiraillement. La personne, elle sent sa peau
tendue. S'il veut faire un mouvement, il a l'impression que sa peau va se déchirer. Elle est lourde, elle pèse lourd. Sensation de pesanteur, comme si la pesanteur tirait ce membre vers le bas, parce qu'il est lourd. Alors, au début, l'œdème, il est mou. Et il est jamais douloureux. Quand un œdème, un lymphœdème est douloureux, il faut envoyer le malade chez son médecin. Parce que un lymphœdème peut faire une infection très grave sous forme d'érysipèle au niveau des membres inférieurs et sous forme de lymphangite au niveau du membre supérieur. Donc, dès que le lymphœdème est douloureux, chaud, et que le malade a de la fièvre, il faut le renvoyer chez son médecin, ne pas le toucher, surtout ne pas faire de drainage lymphatique chez une personne qui a un lymphœdème douloureux. On peut faire le diagnostic, regarder le lymphœdème, comment il est. Donc, il y a 3 stades du lymphœdème. Le stade 1, où il n'y a pas de, quand on presse, il n'y a pas de signe de godet est négatif, ça remonte rapidement. Le stade 2, le godet est positif. Regardez, là, il appuie. C'est comme si on appuie dans de la pâte. Hop, et ça reste. On appelle ça le godet positif. Et il y a le lymphœdème qui présente des boursouflures, des excroissances. Et celui-là, il ne faut pas le toucher. On va voir tout à l'heure dans le traitement qu'est-ce qu'il faut leur faire. Alors, le traitement, il est symptomatique. On ne traite jamais la cause du lymphœdème. Jamais. Ne croyez pas que vous allez guérir le lymphœdème. Ce que vous allez faire, c'est de stabiliser le volume du lymphœdème et de traiter les complications, de les prévenir. Comment ça? C'est quand vous voyez que c'est chaud, douloureux et que ça fait mal, vous envoyez chez le médecin va prescrire une antibiothérapie très forte pour éviter qu'il ait des séquelles encore plus graves avec l'infection. Et là, nous avons fini avec le lymphœdème primaire et nous passons au lymphœdème secondaire. Le lymphœdème secondaire, c'est quoi un lymphœdème secondaire? Il résulte du dommage local du système lymphatique dû à un curage ganglionnaire après chirurgicaux ou une occlusion du système lymphatique dû à un accident ou autre. Donc, c'est le lymphœdème secondaire. Le patient était normal, n'avait rien du tout, n'était pas malade, mais après une chirurgie ou après un accident où il y a eu une occlusion du système lymphatique, il développe un lymphœdème. Moi, j'ai vu quelqu'un se faire piquer par un poisson venimeux et développer un lymphœdème du membre supérieur. Donc, c'est un lymphœdème qui est secondaire à quelque chose. La personne n'est pas née avec. La fréquence exacte du lymphœdème secondaire est difficile à estimer. On n'a pas de statistiques. J'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait des statistiques à travers le monde. Elle est difficile à estimer, quelques statistiques au niveau de la France, mais pas très sûres. Donc voici un lymphœdème du membre supérieur après ablation du sein et curage ganglionnaire total du bras. Vous voyez, normalement, on ne devrait pas, avec autant de médecins, autant de kinésithérapeutes, on ne devrait pas avoir un lymphœdème comme ça. C'est à la limite honteux d'avoir un lymphœdème, qu'on laisse le lymphœdème devenir comme ça. Vous voyez, c'est un lymphœdème avec des bourrelets, la peau est tendue, elle est luisante, brillante, la main aussi est prise. D'ailleurs, il y a même des marques sur la main de pression. Donc, ça, c'est un lymphœdème secondaire à une ablation du sein et un curage ganglionnaire total. Là aussi, c'est un lymphœdème qui est dû à un curage ganglionnaire, à un cancer du sein. Vous voyez la différence entre les deux bras. Celui-là, il a le lymphœdème, celui-là pas. Regardez la peau, comment elle est brillante, luisante, étirée. Ça, c'est un lymphœdème qu'on a pu récupérer aussi. Donc, avec les drainages lymphatiques, on a pu l'améliorer et voir le stabiliser. Et normalement, on peut avoir des lymphœdèmes comme ça, mais pas comme le premier que je vous ai montré. Il ne faut pas avoir des
des lymphodèmes. Et celui-là, on peut encore l'améliorer parce que le traitement, il est à vie. Le drainage lymphatique est à vie et il peut s'améliorer si la patiente prend soin d'elle-même. Alors, le traitement kinésithérapique. L'œdème et le lymphodème, c'est une pathologie chronique. Et là, je parlerai pour le traitement des deux lymphodèmes primaires et secondaires. C'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est dans le secondaire, c'est au niveau de l'orientation de la lymphe de celui qui n'a pas les ganglions. Alors, le traitement, l'œdème et le lymphodème, c'est une pathologie chronique qui nécessite un traitement permanent en deux étapes. En deux phases, deux étapes, deux phases, une phase intensive et une phase de maintien. Les objectifs du traitement, c'est diminuer et normaliser l'extrémité atteinte, créer et favoriser l'utilisation de l'anastomose lympholymphatique et lymphoveineuse, réduire ou éliminer la fibrose. La phase de réduction, appelée aussi phase d'attaque, elle a pour objectif de réduire le lymphodème. Elle est très importante parce qu'elle permet de réduire le lymphodème jusqu'à le stabiliser. Elle peut être réalisée à l'hôpital ou en ambulatoire. Elle doit durer entre 3 et 4 semaines. Elle peut aller encore plus longtemps. Elle peut avoir une durée plus longue. Hein. On peut aller jusqu'à 8 semaines, mais il faut qu'elle soit quotidienne du lundi au vendredi. Et tout dépend de la sévérité du lymphodème. Si on a un lymphodème moyen, on peut prendre le patient 5 fois par semaine pendant 3 à 4 semaines. Si le lymphodème est important, il faut augmenter la phase d'attaque. Ce traitement intensif consiste en des séances de drainage lymphatique manuel quotidien, suivi par l'application quotidienne de bandages peu élastiques multicouches, réalisés avec des bandes à allongement court sur un capitonnage fait de coton et eau. Et on va voir le bandage multicouche. Je vais vous montrer des images de bandage multicouche et comment on le fait. Et la patiente ou le patient doit pratiquer une gymnastique avec le port de bandage multicouche. La pressothérapie pneumatique aussi, on peut la faire. Donc, on commence par le drainage lymphatique, on fait la pressothérapie pneumatique, on met le bandage multicouche et on fait faire la gymnastique au malade. Le drainage lymphatique sera efficace si le praticien respecte la pression, la direction, la fréquence et la chronologie des manœuvres. Sinon, les résultats seront médiocres, voire contraires à l'objectif recherché. Donc, il faut respecter la pression, la direction, la fréquence et la chronologie des manœuvres. Et nous avons vu tout à l'heure, pour la pression, pour la direction, pour la fréquence, je viens de le... Et la chronologie de manœuvre, c'est une manœuvre toutes les secondes. La pressothérapie, elle consiste à placer le membre dans un manchon alvéolé gonflé de façon rythmique. Chaque pression d'une durée déterminée est suivie d'une phase de relâchement. La pression est réglable et progressive, mais reste de faible intensité, 40 à 50 mm de mercure. Et vous avez la pressothérapie, regardez. Donc vous avez, et pour les membres inférieurs, si vous avez un lymphodème du membre inférieur ou quelqu'un qui vient pour des jambes lourdes, pour une meilleure santé, donc vous avez pour les membres inférieurs, pour le ventre, et vous avez aussi pour le bras gauche et droit. Le bandage réducteur améliore la mobilité des tissus pour un meilleur drainage. Il permet de gagner en souplesse cutanée, en poids et en confort. Et la peau, quand on met le bandage multicouche, si on le met tous les jours et que le patient respecte, la peau, elle devient mobile, elle n'est plus tendue. Elle améliore le confort et la souplesse cutanée.
La souplesse cutanée est très importante pour l'être humain parce qu'elle lui permet de faire des mouvements amples. Il n'est pas limité dans ses mouvements. Et si le patient porte ce bandage multicouche 24 heures sur 24 heures pendant la période d'attaque, cette période d'attaque peut être diminuée. Au lieu d'aller jusqu'à 4 semaines, 5 fois par semaine, elle peut être diminuée 3 voire 2 semaines. Ça dépend aussi du patient et de l'œdème. Donc voilà, nous mettons en principe dans le bandage multicouche, ça c'est pour le gros bras, appelé communément gros bras ou lymphodème du membre supérieur du curage ganglionnaire. Et il y a une première partie qui est en jersey en coton très souple, très doux, pour permettre au bras de pas macérer. Donc on roule, on ne tire pas, on roule la bande jusqu'au bout. Les doigts, on les fait séparément avec des petites bandes de jersey. Avec des petites bandes de jersey coupées d'un diamètre de 1 cm ou de 1 cm et demi pour bien recouvrir les doigts. Après, nous prenons la bande tout entière et nous la roulons sur le bras jusqu'au bout. Après, on met le mobiderme. Le mobiderme, c'est ce pansement qui est fait de 2 feuillets en coton et entre les deux, il y a des petits cubes d'éponge qui s'appellent des capitons. C'est des capitons. Donc, on le roule aussi, on le roule sur le bras, hein, jusqu'au bout. Ça s'appelle le mobiderme. Le voici là, on l'a roulé sur le bras et on n'est pas obligé de mettre cette bande, mais si on veut le fixer, on met encore une autre bande peu élastique pour le fixer sur le bras. Le voici. Hein. Et on finit par mettre, ça c'est la bande la plus importante. Pourquoi cette bande est très importante? Parce que avec ses dessins et son élasticité, nous allons la tourner et tirer jusqu'à ce que ce rectangle devienne un carré. Et ce rectangle, en devenant un carré, il va nous permettre de donner la pression qui doit être proportionnelle à la circonférence de la partie sur laquelle on la roule. Donc ça va nous donner la pression qu'il faut, la pression exacte. Donc on roule et on tire jusqu'à ce que ce rectangle devienne un carré. Donc voilà les étapes par lesquelles vous devez apprendre à votre patient à faire justement son bandage parce qu'il doit le garder 24 heures sur 24 heures pendant toute la période d'attaque. Ah, donc vous lui apprenez à faire sur la main d'abord, puis après le bras, regardez, il tourne, il roule la bande, ici il roule la bande, et puis après il met le mobiderme sur son bras, et il finit par le biflex. Hein? Voilà. Le bandage multicouche, il prévient et maîtrise la récidive, mais aussi permet la souplesse de la peau. Il permet de garder ce que vous avez gagné lors de la séance de drainage lymphatique et de pressothérapie. Donc ça, c'est un lymphœdème primaire. Vous voyez comment évoluent les lymphœdèmes primaires. Regardez, il y a des bourrelets, c'est énorme. Regardez comment est le pied. Donc, dans le lymphœdème primaire, pour faire les bandages multicouches, il faut que la partie de la jambe soit uniforme. Il faut que ces bourrelets, il faut qu'il n'y ait pas de macération entre les bourrelets. Et qu'est-ce qu'ils font? On met du coton ou des petites bandes de coton très doux pour séparer la peau pour qu'elle ne macère pas. Après, on roule des bandes d'éponge et après, on fait la même chose pour le gros bras. On met le jersey, puis la bande mobiderme et la bande élastique à rectangle.
Voilà, donc regardez, on va essayer dans cette image, on va essayer de combler toutes les crevasses qu'il y a et on met le mobiderme par la suite. Et là, la mousse, ça permet de pas d'empêcher le bandage de rentrer dans les crevasses qui sont faites par les bourrelets du lymphœdème. Et le voici fini avec le bandage multicouche. Voici là le bandage multicouche. Alors, vous voyez très bien que c'est lourd, le bandage multicouche, il est lourd pour le patient, il faut qu'il le refasse, ça se défait régulièrement. Donc, les personnes qui ont inventé le mobiderme ont pensé à un vêtement mobiderme. Donc, un vêtement que le patient va porter, hein, c'est comme un brassard mobiderme, une jambe, un membre inférieur mobiderme, vous voyez, c'est les capitons, et c'est très bien, c'est facile à porter, et c'est pas contraignant pour le malade, mais il coûte cher. Là, voici la bande qui est importante, c'est le biflex. Je vous ai fait quelques petites bandes de... Ça, c'est des petites choses qu'on met entre les orteils pour qu'ils ne macèrent pas. C'est ce qu'on met entre les bourrelets du lymphœdème. Et ça, c'est la bande de mousse avec laquelle on uniformise la jambe. La phase d'entretien, elle repose essentiellement sur le port d'une compression élastique. C'est très important. La compression élastique, elle va vous permettre de garder ce que vous avez gagné en drainage lymphatique et en pressothérapie. Elle est sous forme de bas de cuisse, de bas jarrette, de chaussettes et de brassard. Ce brassard, chez les gros bras, il est apporté tous les jours, toute la journée. Enlever la nuit. Il faut l'enlever la nuit et le porter toute la journée. Qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de nous garder tout ce qu'on gagne. Et il est à remplacer tous les 3-4 mois parce qu'il perd son élasticité. Mais si vous êtes un bon kiné, le dème va diminuer, il va devenir grand. Vous pouvez ajouter des bandages multicouches 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine la nuit. Bien sûr, le drainage lymphatique sont indispensables. Vous passez, après la phase d'attaque, vous passez 1 fois par semaine, puis vous espacez 1 fois tous les 15 jours, 1 fois tous les 21 jours, jusqu'à arriver à 1 fois par mois. Et 1 fois par mois, ça va être à vie. Voici un brassard. Prenons la paume de la main et le premier. Et voici un autre brassard. La main est conservée donc. Et voici les différents brassards. Il y a ceux qui sont avec les doigts et la main, ceux qui sont sans la main, et ceux qui sont juste avec la paume de la main et le bras et l'avant-bras. Et voici un brassard porté par une femme qui a un lymphœdème du membre supérieur. Voici le bas jarrette, un autre. Et voici le bas jarrette aussi pour un lymphœdème du membre inférieur. Alors, le kinésiotape, on le fait, vous allez le voir il est décrit par certains auteurs. Il est aussi très bien, mais il faut faire une formation pour le faire. Et je vous propose de demander à M. Bouzienne, qui le fait tellement bien, de vous former en ça. Alors, la gymnastique. J'ai pas besoin de vous parler beaucoup de la gymnastique. La gymnastique, elle se fait sous bandage, doit rester modérée pour ne pas créer des zones de friction excessives. Vous avez la gymnastique médicale qui vous donne un tas d'exercices. Alors, si le médecin opère sa patiente, il faut qu'elle vienne chez vous juste après ablation du fil de l'intervention pour la préparer à la radiothérapie, parce qu'il y a la cicatrice qui est sous l'aisselle et la cicatrice du sein qui va l'empêcher de faire une antépulsion et une abduction pour la radiothérapie. Donc, la gymnastique, vous la commencez très tôt, juste après ablation du fil de la chirurgie. Voilà les exercices qu'il faut faire. Hein. Alors, l'autodrainage.
Il faut apprendre à votre patiente, quand vous passez à la phase d'entretien, il faut lui apprendre à faire son autodrainage et je vais vous passer quelques exercices. Donc, chez la femme qui a une ablation de sein avec un curage ganglionnaire, il faut qu'elle vide, qu'elle fait la pression dans les ganglions du côté opposé, pas dans le côté opéré, dans le côté opposé, pour qu'elle ramène toute la lymphe vers le côté opposé. Donc, elle va faire des drainages lymphatiques en antérieur. Et vous lui apprenez à faire des drainages lymphatiques en antérieur. Enfin, drainage lymphatique, vous lui apprenez la pression qu'elle doit faire et le mouvement et le sens. Et elle va le faire régulièrement chez elle. Voilà, regardez. Vous lui apprenez, vous êtes dans l'obligation de lui apprendre parce qu'elle ne va venir chez vous qu'une fois par mois. Au bout de quelques temps, elle va apprendre, elle va le faire et venir chez vous pour contrôle et pour... voilà, donc au niveau de l'épaule, des demi-cercles ouverts vers la sous-clavière, au niveau du coude, voilà, au niveau de l'avant-bras, et puis après, elle va partir vers l'antérieur et vers le postérieur. Voilà. Les mains au niveau des doigts et des mains. Et en conclusion, alors, fort des enseignements reçus, conscient de votre rôle et de vos limites, vous aurez dans les mains le moyen de soulager et d'améliorer ce que la nature n'a pas épargné. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Vous nous avez épaté, vous nous avez vraiment enrichi. J'espère que notre audimat a profité de cet enseignement qui est très, très riche. Et on ne saura vous remercier pour tous ces efforts que vous avez déployés. On a appris tous ensemble, même moi j'étais là, je vacillais dans vos paragraphes et dans ce que vous nous avez expliqué. Vraiment, c'est très, très riche. C'est digne d'une formation, Inch'Allah, après cette maudite pandémie. Vous serez vraiment la bienvenue chez nous et qu'on fasse vraiment une formation sur le DNM parce que je suis certain que les 2/3 et même moi-même, nous sommes incapables de réaliser d'une manière très efficace et pointueuse. Merci encore, merci beaucoup. En mon nom, au nom de tout l'audimat et de la société algérienne de kinésithérapie et Inch'Allah, un jour et on fera ça ensemble. Et maintenant, je vais laisser mon ami Oussama qui a dû collecter quelques questions pour vous les poser sans trop. Il y a quelques questions pertinentes qui peuvent enrichir encore une fois nos amis et nos jeunes kinésithables. À vous, Oussama, mon ami. Oussama. Il y a des questions qui défilent, mais c'est trop... On n'arrive pas à déchiffrer. Oussama. Je ne sais pas si Oussama a dû collecter quelques questions ou pas, parce que moi, je n'arrive pas à les noter. C'est tellement fin. Mais on attend. Peut-être qu'il est en train de faire le tri dans ces questions. Oussama. Oussama. Il n'y a pas de questions? Ah, je vois une question. Je ne sais pas si vous la voyez, madame. Oui, si vous arrivez à déchiffrer. Oui, allez-y. Est-ce qu'on doit pratiquer le drainage lymphatique au niveau de l'abdomen systématiquement, même si on draine les membres inférieurs? Bien sûr, si c'est un drainage lymphatique, si c'est des lymphœdèmes du membre inférieur, il faut absolument vider pour recevoir. Alors, il faut vider le ventre, il faut faire les bases, le ventre, l'abdomen, et puis à descendre au membre inférieur. Parce que sinon, ça ne se videra pas. Une autre question. Par contre, si vous avez une entorse de la cheville, vous pouvez faire du drainage lymphatique directement au niveau de la cheville, sans passer par les bases et le ventre. Comment le facteur psychologique peut être parti? On ne peut pas remettre, Oussama, à la deuxième question. Voilà.
Je crois qu'elle est Comment le revenue. facteur psychologique peut être un facteur déclenchant de lymphodème primaire? Vous avez donné comme exemple le choc, la relation entre les deux. Alors, bien sûr, c'est un lymphodème qui est là, le patient est né avec, d'après tout ce qui a été écrit, un choc psychologique très fort, un deuil peut déclencher, euh, le lymphodème. Je ne sais pas par quel moyen il peut le déclencher, mais en tous les cas, c'est décrit dans les livres qu'un choc psychologique peut déclencher un deuil, un divorce. Je ne sais pas par quel moyen il le déclenche. Il faut savoir que ce n'est pas le choc qui est à l'origine de l'œdème. Le lymphœdème, il est latent, il est là. C'est comme un néo. Il y a une cause qui va, on ne sait pas par quel moyen, et c'est elle qui va déclencher automatiquement ce lymphœdème qui était latent, qui était là, mais qui ne s'est pas manifesté auparavant, mais qui se manifeste suite à un choc ou un petit problème quelconque. Donc, c'est ça le but de ce qu'elle a expliqué, madame. Alors, est-ce que la pressothérapie peut être efficace autant que le drainage lymphatique manuel? Impossible. Oui, mais au moyen, elle peut, quand on ne sait pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on ne sait pas faire le drainage lymphatique, vaut mieux faire la pressothérapie que de faire des manœuvres fausses. Parce qu'on peut hasardeuses. Oui, hasardeuses, mais il faut apprendre à faire les bases. Pour mettre un malade dans la pressothérapie, il faut toujours faire les bases parce que c'est les grosses vannes que vous devez ouvrir pour récupérer ce que la pressothérapie va ramener. Voilà. Après la mastectomie, une femme devrait être automatiquement en kinésithérapie pour une prévention, compromis et traitement s'il y a lieu de le faire. C'est désolant de recevoir des lymphodèmes à un stade avancé. Alors, pour la femme qui vient d'avoir un cancer et qui a été opérée, vous ne la prenez en drainage lymphatique que si elle est déclarée guérie, s'il n'y a plus de cellules cancéreuses dans son corps. Donc, après chimiothérapie, radiothérapie, est déclarée stérile. Ah, c'est bien. Si elle est déclarée stérile, donc stérile au niveau cellules cancéreuses. Par contre, vous pouvez débuter la gymnastique médicale tout de suite après ablation des fils de chirurgie. Il n'est pas réversible. J'ai dit que vous ne traitez pas la cause. Vous stabilisez l'œdème. Donc, si l'œdème déjà apparaît, s'il est minime, vous pouvez l'effacer. Mais s'il est important, vous pouvez le stabiliser, voire l'améliorer. Mais vous l'empêchez de prendre du volume encore plus. Oui, on fait des exercices après le drainage manuel en portant le brassard ou en portant le bandage multicouche. La gymnastique, elle permet de mobiliser la peau, de mobiliser les capillaires lymphatiques et de permettre une désorption de la lymphe. Les bandages en nitrate d'argent, je ne saurais pas vous répondre, je ne les connais pas. Encore 2 ou 3 questions, Oussama. Le bandage multicouche, on commence du proximal, après on passe au distal ou bien on commence des doigts vers le bras. Non, on commence des doigts vers le bras. On va de la partie de la main vers le haut, vers l'épaule. Et d'ailleurs, même le drainage lymphatique, quand vous voulez traiter, vous commencez le bras, vous commencez au niveau du coude vers l'épaule, l'avant-bras du poignet vers le coude. Est-ce que le bandage ne peut pas être plus efficace en entamant à partir des doigts de l'extrémité pour éviter le reflux de la circulation lymphatique? Personnellement, mais on commence par les doigts.
Le bandage, on ne commence par les doigts, on ne commence pas par l'épaule. Alors, la séance de drainage lymphatique manuel chez quelqu'un qui vient pour l'esthétique, elle dure entre 3/4 d'heure à 1 heure. Pour un gros bras, elle peut varier de 3/4 d'heure à 1 heure et demie. Je ne l'ai jamais essayé, la cryothérapie, mais je ne pourrais pas vous donner de réponse. Il n'y a pas d'écrit là-dessus. Donc, personne n'a mentionné la cryothérapie dans le drainage du lymphodème. Donc, je n'ai pas de réponse. La cryothérapie, elle est généralement utilisée dans les épanchements intra-articulaires et les processus inflammatoires. Et dans certains œdèmes fonctionnels, on peut aussi utiliser la douche écossaise. Vasodilatation, vasoconstruction, mais c'est dans les trucs entorse de cheville, fracture bimalléolaire, œdème fonctionnel, etc. Mais dans les lymphodèmes, je ne pense pas qu'il y a un intérêt déterminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, la cryothérapie, elle peut brûler la peau parce que la peau, elle est très fine. Voilà, puisque vous parlez dans le lymphodème, il ne faut pas agresser. Et le froid direct, c'est une agression. C'est comme la chaleur. Donc, dans les lymphodèmes vrais, je ne pense pas que, d'après ce qu'on vient d'apprendre là, il vaut mieux éviter. Ouais. D'ailleurs, même si vous, parce que la contraction musculaire, elle permet à la lymphe d'être chassée, mais elle va être chassée Absolument. parce qu'il y a un problème. La fréquence des séances de drainage lymphatique dans la semaine et l'intervalle de gymnastique. Alors, j'ai parlé de 2 phases, une phase d'attaque et une phase d'entretien. La phase d'attaque, elle dure entre 3 et 4 semaines et tous les jours. Et la gymnastique, vous la faites tous les jours. Après votre séance de drainage lymphatique manuel, après le bandage et après la pressothérapie. Le drainage, la pressothérapie, le bandage, vous faites de l'exercice avec bandage. Tous les jours, à chaque fois que le patient vient chez vous, c'est ça le plan de traitement. Encore une question et on clôture. Hein? Une dernière question. Effet indésirable, non, mais il y a des contre-indications. Effet indésirable, moi, j'ai jamais eu, ça fait déjà presque 30 ans que je le pratique, j'ai jamais eu d'effet indésirable. Et bien sûr, il ne faut pas frotter la peau, c'est pour ça qu'il faut être très léger, superficiel, pour ne pas créer d'irritation de la peau, puisque la peau, elle devient très fine avec les œdèmes, mais il y a des contre-indications. Il ne faut pas toucher un malade qui a une infection, et quelle que soit l'infection, infection urinaire, bronchite, quelle que soit l'infection, il ne faut pas toucher le malade parce que vous faites circuler le microbe dans tout le corps parce que vous biaisez l'information des ganglions. Voilà. Merci, madame. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On vous donnera rendez-vous, Inch'Allah, dans le 19 pour un nouvel webinaire, Inch'Allah. Et je tiens, en votre nom et au nom de tous les kinésithérapeutes, encore une fois, à vous remercier, madame, en vous souhaitant une agréable soirée et en espérant, et j'insiste, que ce cours soit refait, Inch'Allah, en tant que formation. Parce que là, pour assimiler entre la théorie et la pratique, c'est difficile généralement à mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, Madame Bina, on essaiera un jour, quand les choses iront bien, de vous inviter. Vous serez notre invité. Et on fera tout ça avec des ateliers. Déjà, nous avons la théorie, il nous restera la pratique. Inch'Allah, on fera la pratique et on n'aura pas un meilleur maître que vous. Inch'Allah. Merci. Si vous avez un mot à dire, je vous laisse le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne santé et que le Covid ne vous touche pas. Inch'Allah. Et vous-même aussi. J'espère vous voir très bientôt. De toute façon, nous, on garde le contact. Inch'Allah, le grand public aura l'occasion
de côtoyer de près Madame. Enfin, je dirais pas Madame, je dirais comment on vous appelle chez vous, Lalla. Lalla Leila. Voilà. Merci. Alors, n'oubliez pas de mettre vos masques, de garder la distance, de vous laver bien les mains. Voilà. Absolument. Allez, au revoir. Et bon courage et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Rabbi yahfadek, Rabbi yahfadek. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.